Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle édition du concours d'éloquence entre les deuxièmes années du BUT GEA. Avant toute chose, un grand merci à vous pour votre présence et votre enthousiasme. Cet événement est le fruit d'un travail collectif mené avec passion par notre groupe de 8 organisateurs. Notre objectif est et a été de mettre en lumière l'art oratoire et d'offrir une scène aux candidats pour qu'ils puissent exprimer leur talent pleinement. Cette année, les sujets proposés sont multiples, passant de « il s'agirait de grandir » ou encore « la peur est-il le pire ennemi de l'homme ». Les candidats devront démontrer leur capacité à structurer leurs idées, à argumenter avec conviction et surtout à vous convaincre. Les candidats ont fait leur premier pas en éloquence sous le regard attentif de nos professeurs d'expression et de communication. Les plus talentueux, ainsi que ceux qui ont eu le courage de venir ici, pourront nous présenter leur sujet. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir 10 candidats qui prendront la parole sur un temps de 4 minutes. Après 5 candidats passés, nous vous inviterons à effectuer une pause via un entracte préparé par nos soins. Enfin, à l'issue des 10 présentations, cher public et cher jury, vous aurez l'opportunité de voter pour vos favoris. Enfin, pour en venir à un point important, nous sommes également très heureux d'accueillir un jury d'exception composé de... Alors, mesdames et messieurs, pour ouvrir le bal, nous avons l'honneur d'accueillir un invité d'exception. Il a notamment été secrétaire général de la Commission paritaire nationale, emploi et formation professionnelle de la pharmacie d'officine, mais également consultant chez Supenergie. Il est également engagé dans la défense des droits des salariés et intervient en tant que représentant syndical pour la CFDT en Bretagne. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir chaleureusement Monsieur Le Dirac. C'est moi. Actuellement étudiante à l'IGR de Rennes en sciences et gestion du management, elle est lauréate du concours d'éloquence de l'édition 2024. Elle est ravie d'être ici ce soir pour observer les talents de cette année. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Madame Claire Viroy. Accueillons maintenant un expert de l'enseignement supérieur et de l'accompagnement professionnel, ancien président du BCGE Morbihan ou encore vice-président de l'Université Bretagne Sud. Il a contribué à son développement. Aujourd'hui, il occupe des fonctions clés telles que chargé de mission Parcoursup au sein du ministère de l'Enseignement supérieur ou encore directeur de l'IUT. Engagé depuis 26 ans, il met son expérience au service des étudiants. Veuillez accueillir Monsieur Tripoto. C'est un honneur d'accueillir Madame Gali, maître de conférences en droit privé et en sciences criminelles à l'Université Bretagne Sud. Responsable du parcours GPRH au BUT GEA de l'IUT de Vannes, elle apporte une expérience précieuse pour ce concours d'éloquence. Son regard aiguisé enrichira l'évaluation de nos candidats. Veuillez accueillir Madame Gali. Nous avons le plaisir d'accueillir une exceptionnelle enseignante au département GEA à l'IUT de Vannes. Spécialiste du contrôle de gestion, elle accompagne les élèves de la spécialité CG2P durant leur 2e et 3e année. Son expertise et son engagement en font aujourd'hui une référence pour les futurs gestionnaires de demain. Je la remercie encore pour son engagement et sa motivation dans ce concours et je vous laisse accueillir, s'il vous plaît, Madame Anne-France Boucher. Merci encore pour leur présence et leur engagement ce soir. Avant de commencer, nous vous demandons de bien vouloir mettre vos téléphones en mode silencieux afin que les candidats puissent s'exprimer pleinement. Sans plus attendre, lançons ce concours. Nous souhaitons bonne chance à tous les participants et une bonne soirée à vous tous. Originaire de Vannes et âgée de 19 ans, notre candidate suit la spécialité GC2F à l'IUT de Vannes. Passionnée par l'éloquence et l'art de parler, elle a choisi de participer à ce concours d'éloquence. Sa citation préférée, « L'essentiel est invisible pour les yeux », reflète sa vision profonde des choses. Elle se décrit comme spontanée et consacre son temps libre au sport, comme la natation, la course ou encore le surf. Cette année, elle a choisi d'étudier le thème de « Il s'agirait de grandir »
Et je vous laisse faire un maximum d'applaudissements pour Romane Guillas, s'il vous plaît. Il s'agirait de grandir. En effet, depuis de nombreuses années, je ne dépasse pas les 1,70 m. Ayant un père agriculteur de vaches laitières, je bois pourtant du lait depuis ma tendre enfance. Quant à ma mère, bien qu'elle soit comptable et non nutritionniste, elle m'a infligé, ou plutôt fait aimer, la soupe non pas une fois par mois, mais tous les soirs d'hiver. Pourtant, à votre grande surprise, je n'arrive toujours pas à atteindre le pot de haricots en haut du rayon bio. Toutefois, il y a quelques mois déjà, je pensais faire 1,70 m. Mais il s'est avéré que non. Ai-je rétréci ? Mais de toute façon, dois-je vraiment grandir ? Qu'est-ce que cela signifierait ? Je n'aurais plus le droit de dire au monde entier que je dors encore avec mon doudou, Barbotine. Je n'aurais plus le droit de dire à mes parents « Maman, papa, il me reste une barre d'essence » pour qu'ils me payent mon plein, évidemment. Alors, oui, je tiens à mes parents malgré leurs quelques défauts et leur peur de me voir quitter le bateau. Oui, je veux encore et pour un bon moment que ma maman m'appelle tous les soirs, mais pas seulement. Imaginez, oui, vous, cher public étudiant, imaginez, devoir se réveiller chaque matin sans pouvoir arriver tous les jours en retard, car vous ne perdrez pas seulement quelques points sur votre moyenne, mais quelques points sur votre salaire. L'enfer. Nous tomberons dans une course contre la montre, nous perdrons notre naïveté, nous comprendrons que la guerre dans Arthur et les Minimoys n'est pas qu'un simple dessin animé, mais une réalité. Et puis, pour parler d'actualité, nous ne demandions jamais quelles absurdités Donald Trump allait balancer sur les minorités. Alors, finalement, en y repensant, ne passons-nous pas notre vie à attendre que le temps passe ? Pourtant, le meilleur moment n'est-il pas juste maintenant ? Car oui, certes, nous ferons face à tout cela, mais au moins nous serons libres de pouvoir voyager, libres de pouvoir dépenser notre argent, libres de pouvoir voter, bien qu'il faudra enlever cela à certains, libres de ne pas apprendre son oral de communication, libres de pouvoir bégayer, libres de pouvoir se bourrer la gueule et même libres de ne pas parler vulgairement. Nous serons libres. Alors, je vais vous poser la question une dernière fois. Est-ce qu'il s'agirait vraiment de grandir ou simplement de vivre ? Car quand on est jeune, on dit qu'on a la vie devant nous. Pourtant, la vie n'est pas que devant, elle est maintenant. Moi devant vous en train de faire ce concours d'éloquence, moi pleurant devant Monsieur Brochurieux, moi riant en le voyant faire une poker face avant d'entrer dans une salle où des élèves l'ont énervé. Alors, oui, peut-être qu'un jour je devrais quitter mon doudou, ou du moins le cacher du regard des autres. Peut-être qu'un jour ma maman ne m'appellera plus tous les soirs. Peut-être que depuis que nous grandissons, tout passe si vite et tout semble si vide. Mais comme a toujours dit mon père lorsque j'étais petite et que je faisais des blagues trop longues, toute chose a une fin. Mais qu'importe la fin si nous recréons un début qui nous ressemble, un début qui évolue, un début qui nous fait grandir. Alors c'est à vous de choisir quel sera votre prochain départ. Merci. Concours de circonstances, je suis également organisatrice du concours d'éloquence. Ayant fait un tirage au sort juste avant, je tombe juste après mon passage. Je viens aujourd'hui donc présenter une personne engagée dans de nombreux projets tels que vice-président du BDE Jaguar. Elle est ici ce soir pour se challenger et donner le meilleur d'elle-même encore une fois, mais surtout pour participe à des concours d'éloquence à côté de ses autres passions telles que la lecture et le sport. Elle va parler ce soir de l'orgueil. Voici Maëlie Peyrussel. Mesdames, messieurs, bonsoir. Savez-vous ce qu'est l'orgueil ? Vous savez, cette petite voix qui nous murmure à l'oreille « Tu as raison, ne cède pas ». Mais à quel prix ? Dans les relations humaines, il est un poison subtil, une barrière invisible qui empêche les ponts de se construire. Combien d'amitiés se brisent parce que l'autre refuse de s'excuser ? Combien d'amour fane parce que l'autre refuse de nous écouter ? Prenons l'exemple d'une dispute ordinaire où chacun se blesse mutuellement. L'orgueil de chacun se mure dans le silence et laisse seule place à une colère, à des liens qui se distendent.
Mais pourquoi sommes-nous si orgueilleux? Pourquoi est-il si difficile de dire « je suis désolé » ou « j'ai besoin de toi ». La réponse est simple. L'orgueil naît bien souvent d'une insécurité profonde. C'est un mécanisme de défense que l'on érige autour de soi pour se protéger. Mais l'orgueil ne fait pas que nous isoler. Il étouffe aussi la tolérance. Lorsque nous nous enfermons dans notre fierté, nous jugeons plus que nous ne comprenons. Imaginez quelqu'un qui a peur de ne pas être aimé, de ne pas être à la hauteur. Plutôt que d'exposer sa vulnérabilité, il se construit une carapace d'orgueil. Plutôt que demander de l'aide, il la refuse, car cela reviendrait à montrer qu'il est imparfait. Alors, l'orgueil, censé protéger, finit par l'isoler. Dans le cadre d'une dispute au sein d'un couple, l'un des deux refusera sûrement d'admettre sa part de responsabilité. Mais pourquoi? Aurait-il peur de perdre de son autorité ou bien de paraître faible? L'autre, blessé, attend des excuses de sa part, mais lui aussi ne veut pas céder, croyant que cela reviendrait à diminuer sa propre valeur. Et au lieu de se parler, de s'écouter, l'orgueil de chacun se mure dans le silence. Résultat, l'orgueil laisse seule place à des doutes et à une perte de confiance, poussant les individus à s'isoler peu à peu, à se rejeter mutuellement. Mais ce n'est pas une fatalité. L'orgueil possède un antidote, c'est l'humilité. Une humilité qui n'est pas une faiblesse, bien au contraire, c'est une force. C'est cette capacité à reconnaître que nous ne sommes pas parfaits, que nous avons besoin des autres. C'est reconnaître que demander pardon n'est pas s'abaisser, mais bien au contraire, grandir. Que demander de l'aide n'est pas un échec, mais au contraire, une force. Dans la spiritualité, l'humilité est une clé essentielle pour abattre cet isolement. Dans le christianisme, Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres autant que je vous aime ». Mais aimer demande d'abattre les murs de l'orgueil, de reconnaître nos torts. Alors, comment briser ce cercle? Peut-être est-il utile d'apprendre à dire « je suis désolé, pardonne-moi », d'exprimer nos faiblesses, de tendre la main là où l'orgueil voudrait nous retenir. Car le refus de céder ne réside pas dans la faiblesse, mais bien au contraire, dans le courage d'aimer et d'être aimé. Alors, mesdames, messieurs, j'aimerais ce soir, si vous le souhaitez, que vous vous souveniez d'une chose. L'orgueil, dans sa quête de grandeur, finit toujours par nous isoler. Mais l'humilité, dans sa simplicité, nous relie aux autres et nous libère. Alors, la prochaine fois que votre orgueil voudra vous parler, écoutez plutôt votre cœur, car dans le jeu de l'amour et de l'amitié, il vaut toujours mieux perdre une bataille que perdre l'autre. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Léa Suir. Étudiante de 19 ans en BUT GEA dans la filière GEMA, elle est aussi présidente du BDE GEA Goire. C'est une personne authentique et passionnée par les moments simples, la mode, le sport et les voyages. Selon elle, le succès n'est pas la clé du bonheur, le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. C'est donc sur cette belle citation d'Albert Schweitzer que nous allons accueillir Léa Suir sur le thème de « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque ». Veuillez accueillir Léa Suir. Mesdames, messieurs, impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. En 11 mots, ou encore 3 commandements, René Char capture l'essence même de l'existence. Derrière cette phrase se cache une vie pleine, libre et sans compromis.
Cela représente une incitation à saisir la vie avec audace, à embrasser l'inconnu et à poursuivre ce qui nous rend vivants. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ce qu'elle représente pour moi et pourquoi elle devrait guider chacun de nos pas. Imposer sa chance, c'est refuser d'attendre qu'elle se présente à nous sans rien faire. C'est refuser d'attendre qu'elle tombe du ciel. Car oui, mesdames, messieurs, la chance, comme on l'évoque, se provoque. Elle s'invite dans chacune de nos vies par le courage, l'initiative et l'envie qui nous poussent à dire oui quand une autre part de nous nous dit non. Imposer sa chance, c'est croire que nous avons le droit de viser toujours plus haut, toujours plus loin. Ceux qui imposent leur chance sont ceux qui, lorsqu'ils sont face à une porte close, y trouvent une clé ou encore se créent leur propre passage. Ne serait-ce pas exiger de la vie qu'elle nous accorde la place que nous décidons d'occuper et revendiquer notre espace dans ce monde? Mais une fois que cette chance est imposée, encore faut-il serrer son bonheur. Serrez votre bonheur car oui, il est éphémère. Il se faufile entre nos doigts comme un rayon de soleil présent un instant, puis disparu le suivant. C'est lui qui donne un sens à votre vie. Il est là, devant vous, dans les éclats de rire partagés, dans le calme d'un soir d'été, ou simplement dans la chaleur d'un regard. Permettez-moi de vous raconter un moment où moi-même j'ai dû serrer mon bonheur. Je me rappelle, ce jour-là, en vacances avec mes parents, nous partions en randonnée. Plutôt banal, non? Et lorsque je suis rentrée, j'ai eu une surprise. La surprise de voir cette fille qui avait fait des centaines de kilomètres pour me rejoindre. C'est là que j'ai réalisé à quel point il était important de m'arrêter un instant pour savourer ce moment. Mes amies, je les ai choisies. Et elles sont devenues peu à peu une grande partie de ma vie. Alors je voulais juste leur dire merci. Et puis, dernier défi, va vers ton risque. Ah, le risque. Peut-être le plus intimidant de tous. Cet inconnu que l'on redoute tous, cette peur que l'on évite, mais vivre, c'est risquer. Risquer de se tromper, risquer d'échouer, risquer de souffrir et même risquer d'aimer. Ceux qui imposent leurs risques sont ceux qui, lorsqu'ils sont face à une porte close, y trouvent encore une clé ou se recréent un passage. Merci. Donc nous allons à présent présenter un autre candidat. Donc permettez-moi de présenter un candidat qui, par son ambition et son énergie, illustre parfaitement l'esprit de ce concours d'éloquence. Âgé de 19 ans, passionné d'automobile et de football, il évolue avec engagement dans ses métiers exigeants. Actuellement en spécialité GEMA, il exprime son attrait pour le management. Aujourd'hui, sous le thème du bonheur, il a décidé de participer à ce concours pour relever un défi à la fois personnel, mais également d'un gain de confiance en soi. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'accueillir Gueron Pérussel. Mesdames, messieurs, bonsoir. Le bonheur. C'est quoi le bonheur? Christophe Maé nous pose cette question avec cette mélodie qu'on a tous fredonnée un jour. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Bon, je vais être honnête, je chante faux. Très faux, mais vous savez quoi? Ça ne me dérange pas. Parce qu'à ce moment précis, à chanter avec vous, je ressens quelque chose. Ce n'est ni de la perfection, ni de la maîtrise. C'est du bonheur. Oui, du bonheur. Celui de rire de soi, de s'abandonner, de vivre un moment d'insouciance. Et si c'était ça le bonheur? Ne pas chercher à impressionner, mais simplement être vrai. Alors revenons à cette fameuse question. Où est-il ce bonheur? On passe tellement de temps à le chercher qu'on oublie parfois qu'il est déjà là. On croit qu'il se cache dans les grands événements. Obtenir un diplôme, décrocher un poste, acheter une maison ou tomber amoureux. Mais le bonheur n'est pas une étoile inaccessible. Il se cache souvent dans les choses les plus simples, celles qu'on néglige sans y penser. Prenez un instant pour réfléchir à quelque chose de banal. Respirer. Oui, respirer. Qui y pense? Probablement personne. On le fait mécaniquement, sans s'arrêter pour savourer cet acte vital, jusqu'au jour où on tombe malade, où un rhume nous empêche de prendre une bouffée d'air comme avant. Et là, tout change. Chaque respiration devient précieuse, chaque souffle un effort. On se surprend même à envier le soi-même d'hier, celui qui respirait sans peine. C'est là qu'on réalise que le bonheur se cache dans ses évidences. Pouvoir respirer, parler, marcher et aimer. Le bonheur, c'est ça. Une mosaïque de petits instants qu'on oublie d'apprécier.
trop occupés à courir après un bonheur imaginaire, un bonheur idéal. Mais parfois, il semble disparaître, surtout dans les moments durs. Prenez une séparation, deux parents qui se quittent, une maison qui perd son équilibre. On pourrait penser que tout s'effondre, et c'est vrai, sur le moment. Mais avec le temps, on découvre autre chose. Un sourire sur le visage d'un parent, une légèreté nouvelle, une vie qui doucement se réinvente. Ce n'est pas un bonheur éclatant, non, mais un bonheur humble, un bonheur qui se reconstruit comme un puzzle. Et puis, il y a ces épreuves plus fortes, plus sombres encore, celles qui nous arrachent des êtres chers. La perte, le vide, cette douleur qui semble tout emporter. On se dit que le bonheur est parti pour toujours, qu'il ne reviendra pas. Et pourtant, il revient. Pas comme avant, non. Il revient différemment. Il se glisse dans une photo, il se glisse dans un sourire, dans une photo qui nous fait sourire à travers les larmes, dans une parole qu'on entend que résonner. C'est là qu'on comprend que le bonheur ne disparaît jamais complètement. Il se transforme. Il devient une lumière douce, un écho dans le silence. Christophe Maé disait « Il fait des détours, il s'en va, revient. » Et c'est vrai, le bonheur est capricieux. Il n'est pas linéaire, il ne suit pas de plan. Mais il finit toujours par revenir. Souvent là où on ne l'attend pas. Prenez un instant pour regarder autour de vous. Le bonheur est là, ou bien là. Dans un sourire échangé, dans le rire d'un enfant, dans la chaleur d'un café entre amis. Il est dans la vie qui bat. Dans ces petits riens qui, mis bout à bout, créent une immense richesse. Mais le problème, c'est qu'on oublie de le voir. On attend toujours plus, toujours mieux. On se dit que le bonheur viendra demain, qu'il est à quelques pas à condition de réussir, de travailler dur, de réussir, de s'accomplir. Mais le bonheur est là, ici, maintenant. Alors peut-être que la vraie question n'est pas où est le bonheur, mais plutôt suis-je prêt à le reconnaître quand il est là? Parce qu'au fond, le bonheur n'est pas une quête. Ce n'est pas un trésor enfoui ou une montagne à gravir comme l'Everest. C'est un souffle, un éclat, un instant. Il n'attend pas qu'on le trouve, il attend qu'on l'accepte. Alors, cher public, cher jury, ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur, regardez autour de vous. Et si finalement, c'était en ouvrant votre cœur que vous trouviez votre bonheur. Parce qu'au fond, le bonheur n'est jamais bien loin. Merci. Âgée de 20 ans et étudiante en parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance, Élise Beléon est passionnée par le catamaran, la photographie, les activités manuelles et les voyages. Elle cultive des centres d'intérêt variés. Pour elle, participer à ce concours représente un véritable défi personnel, une occasion unique pour renforcer sa confiance et développer des compétences en prise de parole en public. Inspirée par les paroles de Jacques Salomé, « Tout ne s'explique pas, mais tout a un sens », Élise se décrit comme une jeune femme ambitieuse et déterminée. Ce soir, elle prendra la parole sur un sujet aussi vaste qu'inspirant, partir. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Élise Beléon. Mesdames, messieurs, chacun d'entre nous, humains que nous sommes, avons notre existence réglée, bien ordonnée. Chacun est à sa place, possédant sa propre vie. Et pourtant, un jour, ce besoin ou cette envie d'ailleurs nous saisit. C'est à ce moment-là que j'ai appris que dans la vie, il faut savoir oser. Oser, c'est laisser parler son cœur plutôt que la raison. Oser, c'est suivre une intuition plutôt qu'une conviction pour partir là où notre vie nous est destinée. Partir, pourquoi me demanderiez-vous? Tout d'abord, certains vous conseilleront de partir pour fuir la routine le temps d'un instant. La routine, aussi familière et rassurante qu'elle puisse paraître, nous enferme dans une spirale où chaque geste devient mécanique, chaque visage un décor familier, chaque paysage une toile inanimée. Métro, boulot, dodo. Voilà le résumé d'une existence où l'on avance sans réfléchir, emprisonné par ses habitudes invisibles. Alors laissez-moi le temps d'un instant vous emporter. Imaginez-vous dans un désert où les dunes dorées dansent sous un soleil éclatant, loin des mécanismes de la vie emprisonnants. Imaginez-vous vous envoler sur les étendues glacées, d'une blancheur immaculée, loin du stress et du bruit,
où le silence vous guérit. Ces moments ne sont pas de simples parenthèses. Ils permettent de briser ce cercle, certes en changeant de lieu, mais en nous permettant de nous libérer des automatismes et de renouer avec l'émerveillement. Pour certains, partir n'est pas une aventure choisie, mais bien une nécessité. La guerre, la pauvreté ou l'oppression forcent des millions de personnes à abandonner tout ce qu'ils connaissent. Leurs amis, leur famille, leur vie, et parfois même une partie de leur identité. Rester où ils vivent signifierait mourir, tandis que partir représente l'unique chance d'un avenir meilleur. Élevée dans une famille franco-tchèque, j'ai grandi avec cette vision de vie. En entendant les récits de mes grands-parents, j'ai tout de suite compris que partir ne rime pas avec plaisir, mais bien avec fuir. En quête de liberté, ils ont dû abandonner leur travail, leur vie et leur famille pour partir loin des règles et de la peur. Et aujourd'hui, ces histoires se répètent. Imaginez un instant quitter votre maison en pleine nuit avec pour seul bagage l'espoir et la peur. Abandonnez tout ce que vous connaissez. Non par envie, mais par nécessité. Ce sont des voyages sans retour, en direction d'un futur encore inconnu. Enfin, certains vous conseilleront de partir, non pas pour fuir le temps d'un instant ni le temps d'une vie, mais pour vous retrouver vous, et seulement vous. Partir seul, c'est s'offrir un moment de recul dans une société où tout va trop vite. C'est un acte volontaire, presque rebelle, pour échapper aux pressions sociales et aux attentes de ceux qui nous entourent. Sans itinéraire fixe, sans contrainte, il permet de se poser les bonnes questions. Qui suis-je vraiment ? Que veux-je accomplir ? Vous êtes ainsi seul face à vos pensées, confronté à vos peurs, l'inconnu, l'ennui. Ces voyages introspectifs transforment ainsi ceux qui les entreprennent. Alors pour conclure, je vous dirais que partir peut avoir différents sens. Chaque personne a des besoins et des désirs différents, alors partir a un sens différent pour chacun. Partir, c'est embrasser le changement, l'inconnu et le renouveau. Et si au fond partir n'était qu'un moyen d'exister pleinement ? Je vous remercie. À seulement 19 ans, notre candidate originaire de Saint-Jean-Brévelay a soif de défis et de dépassement de soi. Étudiante en option GEMA en alternance, elle voit en l'éloquence bien plus qu'une simple opportunité. Mais une opportunité d'apprendre, de grandir et de prouver qu'elle est capable de réaliser de grandes choses. Passionnée par l'entraide et le sport, elle croit en la force des petites actions. Comme le dit si bien Paulo Coelho, les petites actions créent de grands changements. Ce soir, elle est prête à sortir de sa zone de confort. Accueillons chaleureusement Rosane Cadou. Chers jurys, chères étudiantes, chers étudiants, aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à un mot profondément important. Grandir. Lorsque j'étais petite, je voulais être aussi grande que papa et aussi belle que maman. Et je savais qu'à chaque bougie soufflée, j'allais y arriver. Ah, quelle insouciance, me diriez-vous. 14 ans. J'avais 14 ans lorsque j'ai compris que cette insouciance était partie en même temps que cette âme d'enfant. Mais pourquoi veux-tu grandir si vite ? Voilà ce que mes parents me disaient souvent. En primaire, je voulais déjà être au collège, et au collège, je me hâtais déjà d'être au lycée. Vous savez, c'est comme cette célèbre phrase d'un rappeur très connu qui dit « À 5 ans, je voulais juste en avoir 7, et à 7 ans, j'étais pressée de voir le reste. » Arrivée en classe de terminale, j'ai 17 ans. Un âge de grand où j'adore mes études, mes copains et mon train-train quotidien. Et puis, bientôt majeure, je serai enfin libre. Mais après... Et après quoi ? J'ai maintenant 18 ans, une voiture, des charges à payer, et je découvre ainsi la vraie notion du mot responsabilité.
Désordre, chaos, confusion, pagaille. Tout se bouscule dans ma tête, telle une foule enragée. C'est le vide. J'ai aujourd'hui 19 ans et je me pose encore tant de questions. Comment vais-je vieillir? Que vais-je devenir? Serai-je fière de ce que j'ai accompli? Que vais-je? Serai-je? Comment? Métro, boulot, dodo, impôts, maison, loyer, enfants. Est-ce la vie qui nous est destinée? Est-ce la vie qui m'est destinée? Une routine telle une sorte d'ouroboros. En effet, grandir a toujours été pour moi un marathon que je fais à reculons. C'est cette sorte de peur qui, en plus de me faire perdre le nord, est maître de mon propre sort et de mon propre corps. Je dirais même que grandir me rend à chaque seconde plus nostalgique que la veille. J'en reviens à regretter les moments d'avant où je ne me souciais du moment présent, alors que c'était là le plus important. Mais rassurez-vous, grandir, c'est un processus, une quête, une aventure. C'est cette capacité que nous avons, malgré les défis, les échecs, les erreurs, de nous élever, de devenir meilleurs et de faire face à nos propres peurs. Grandir, c'est apprendre. C'est comprendre que chaque erreur est une leçon déguisée, que chaque obstacle est une opportunité cachée. Grandir, c'est s'ouvrir aux autres, car nous ne grandissons jamais seuls. Ce sont les expériences, les échanges partagés qui nous enrichissent et nous font évoluer. Enfin, grandir, c'est rêver. C'est croire que l'avenir peut être plus lumineux, que chaque jour est une page blanche à écrire, car ce sont nos rêves qui nous poussent à oser et à avancer. Grandir, c'est avoir la sagesse de regarder le chemin parcouru, tout en gardant l'enthousiasme de celui qui reste à faire. Grandissez dans vos actions, grandissez dans vos ambitions, grandissez dans votre cœur, grandissez dans votre capacité à faire de ce monde un monde meilleur. Alors, chères étudiantes, chers étudiants, chers jurys, je vous invite dès à présent à vous poser cette question. Comment choisissez-vous de grandir? Merci. Je vais maintenant vous présenter une personne qui est toujours prête à partir sur la piste de danse. Une personne qui aime s'engager dans de nouvelles folies. Une personne qui aime dire « le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt », mais qui aime aussi sortir tard le soir avec ses amis. Une personne néanmoins consciencieuse, organisée et surtout très souriante. Parfait pour la spécialité ressources humaines. Il prendra la parole ce soir sur Jeunesse seul ne pourra, sans plus attendre, Lilian Broussard. Immensité dit l'être, éternité dit l'âme. Victor Hugo reconnaît ici notre existence en tant qu'être humain, tout en nous connectant avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. C'est donc de cette âme que j'aimerais vous témoigner, l'âme de nos chers et tendres grands-parents, certains encore présents, d'autres partis trop tôt. Je vais donc vous prononcer non sans émotion un hommage à mes grands-parents. Les mots que j'emploierai et le sens de ces derniers résonneront, je l'espère, en vous. Alors fermez les yeux. Si, je vous assure, fermez les yeux. Des souvenirs affluent, n'est-ce pas? Des souvenirs nostalgiques remplis de douceur et de bienveillance. Je me souviens encore de leurs petites mains me berçant dès ma naissance. Ces mêmes mains sont aujourd'hui bien trop faibles pour me porter à nouveau. Je me souviens aussi de chaque sourire et de cette volonté de toujours être à mes côtés. Ils sont la représentation des gardiens du temps que nous n'avons pas connus, mais qu'ils nous font revivre à travers leurs douces et tendres voix remplies de sagesse. Ils sont les racines profondes de nos familles. Victor Hugo disait encore que la famille est le berceau de la vie et de l'amour. Ah, l'amour, ce sentiment intense dynamisant plus de 50 ans de mariage pour mes grands-parents. Mais quel est donc leur remède? En tout cas, je n'oublierai pas les mercredis midi passés chez papy et mamie, à 2 pas du collège où le bon steak frites m'attendait. Je n'oublierai pas non plus les excellentes fraises à la crème et les roses des sables pleines de chocolat de mes grands-mères. Pardon.
Avec eux, les silences sont pleins, pleins d'expériences vécues et de gentillesse pure, sans rien ne demander en retour. Quand je prends le bras de mes grands-mères, la magie opère. Ce geste si simple symbolise la rencontre entre deux générations. Et elles vous apprennent, sans le dire, que la vie est un long voyage entre le joie et la peine, les réussites et l'échec, mais qu'il faut prendre le temps de vivre. Quant à mes grands-pères, ils sont tout aussi précieux dans les petites épreuves de ma vie. Je dis toujours qu'il y a Papy Foot, qui vient me voir chaque week-end pour m'encourager et me pousser dans mes retranchements. Et puis il y a Papy Bricoleur, avec qui je passe d'autres instants tout aussi uniques, à jardiner, mais à blaguer aussi surtout. Attaque, Jeannot me répète Papy Foot avant que Papy Bricoleur n'en rajoute une couche. Quant à la technologie, eh bien, il ne faut pas sous-estimer leur effort. Le simple fait de déchiffrer un smartphone est digne d'une épreuve des Jeux Olympiques. Et ils peuvent vous appeler en panique parce que la télé ne marche plus, alors que la seule chose qui cloche, c'est qu'elle est sur mute. Dans un monde où tout va si vite, nos grands-parents nous rappellent à quel point le temps est une richesse. Prendre le temps de les écouter, de comprendre leur parcours, c'est renouer avec une sagesse que la frénésie moderne tend à oublier. Leur héritage de savoir, de tradition et d'amour est une boussole pour les années à venir. Jeunesse seule ne pourra, comme le disait Madame Taubira. Mais n'oublions pas qu'il existe cette douleur sourde, celle de les voir vieillir. Les années passent et l'inévitable ne peut être évité. Je crois que lorsque leur livre se refermera, une partie de moi s'en ira. Mais même dans leur absence, ils seront là pour me guider. Ils seront là pour nous guider. Papis et mamies, merci. Mesdames, Messieurs, laissez-moi vous présenter notre prochaine candidate. Âgée de 19 ans et originaire d'Aradon, elle suit la spécialité GEMA. Elle a choisi de participer à ce concours d'éloquence pour sortir de sa zone de confort. Sa citation favorite, « À ne rien tenter, on ne finit par rien vivre », illustre son désir d'oser et de relever de nouveaux défis. Elle est passionnée par la natation, le badminton, mais aussi les arts créatifs, et aujourd'hui, elle vient relever un nouveau défi. Son thème, il s'agira de grandir, excusez-moi, nous sera présenté maintenant. Veuillez accueillir Elena Denis, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne veulent pas connaître. Ces 20 ans si changeants, qui changent nos échanges et chamboulent nos croyances. Ces 20 ans si bouleversants, tiraillés entre enfance, adolescence et vie adulte. Ces 20 ans si effrayants, qui, dans leur fatalité, nous imposent nos responsabilités. L'argent, le bonheur, l'avenir, la culture, les impôts, le logement, mais aussi les soirées, les rires, les espoirs, les amitiés, les amours. Tout comme les peurs, les engueulades, les pleurs, les doutes, le stress, l'angoisse. Et dans cette période où tout mon être appelle à l'aide, j'ai cette voix dans ma tête qui me répète « Mais grandis !» Grandis ? Alors j'essaye, encore et encore, de tout mon corps et mon cœur, mais reste malgré tout nostalgique de ces moments d'insouciance propres à l'enfance. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, souvenez-vous des rires sans crainte qui résonnaient dans les écoles, des « quand je serai grand » balancés à tout vent. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, de l'innocence des premiers amours, des mariages dans la cour. Souvenez-vous enfin, mesdames et messieurs, des rêves inarrêtables, débordant des cartables. Il est ici mon édifice. Elles sont là mes fondations. Mais à 20 ans, on nous crie tout le temps que ce n'est plus le moment d'être un enfant. Alors, maturité nouvelle oblige, nous nous efforçons chacun de nous fondre dans un moule à qui personne ne convient. Nous nous cachons, tant et si bien que nous ne formons plus qu'un. Des Barbies et des Ken, défilant à la chaîne. Ainsi je vous en supplie, essayez, rien qu'une fois. Sortez vos Legos et Playmobil, battez-vous à coups d'épées en bois, de nerfs vidés de leur dernière bataille. Et puis merde, dessinez sur les murs, montez à l'arbre le plus haut que vous connaissez et faites la route toutes les 2 minutes parce que votre rêve le plus fou c'est d'être gymnaste, trapéziste ou archéologue. Moi, je voulais être autrice de romans, hackeuse professionnelle, parce que c'est stylé, vous comprenez, mais aussi danseuse, chanteuse et puis policière, éleveuse de licornes et chevaucheuse de dragon, pourquoi pas.
Et vous ici, interrogez votre vous petit. Que vouliez-vous être à 3 ans, quand vous serez grand? J'ai eu de la chance. La petite souris a toujours trouvé chemin jusque sous mon coussin. Le Père Noël est toujours parvenu à passer par la cheminée. Et le monstre sous mon lit ne m'a jamais mangé les pieds. Certains, parmi vous, n'ont peut-être pas eu cette chance et portent même le fardeau de cette enfance. Si cela est votre cas, je vous en prie, pardonnez-moi. Je compte sur vous, ne vous méprenez pas. Jamais mon but n'a été de vous inciter à fuir la réalité. Seulement, s'il vous plaît, n'abandonnez jamais votre singularité. Car j'en suis persuadée, celle-ci ne peut prendre racine qu'à l'époque où Bécassine était ma copine. Mesdames et messieurs, je vous le dis, ce texte, aujourd'hui, est une ode à votre vous petit. Car dans un monde si grand, terni par le gris des gens, comme le sérieux peut paraître insignifiant. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Ewen Le Calonnec. Étudiant de 19 ans en BUT GEA dans la filière GEMA, c'est une personne sociable et qui aime aider les autres. Il est passionné de sport et de la musique. Il adhère à la devise « No pain, no gain ». Ce soir, il souhaite vous faire part d'un sujet qui lui tient à cœur, l'Arménie. Un tonnerre d'applaudissements pour Ewen Le Calonnec. Mesdames, messieurs, aujourd'hui je vais vous parler d'un silence. Un silence qui dure depuis plus d'un siècle. Un silence qui étouffe les cris, les pleurs et les prières de millions de personnes. Un silence qui pèse sur la conscience de notre humanité, mais que personne ne semble vouloir briser. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du silence qui entoure le massacre des chrétiens en Arménie. Mais avant cela, un petit rappel historique. En 1915 a lieu l'un des pires génocides qu'a connu le XXe siècle. Orchestré par l'Empire ottoman, le tristement célèbre génocide arménien. 1,5 million d'Arméniens ont été exterminés, déplacés, massacrés, des familles entières décimées, des églises et des monastères vieux de plusieurs millénaires réduits en poussière. Waouh, qu'est-ce que c'est beau la guerre! Ce crime contre l'humanité n'est que les prémices d'une longue succession de persécutions envers les chrétiens en Orient. On pourrait se dire, le génocide est passé, l'Arménie est enfin sauvée, ils vont pouvoir vivre en paix, mais ce n'est pas le cas. Depuis la chute de l'URSS, l'Azerbaïdjan mène des conflits contre l'Arménie afin de s'accaparer le territoire du Haut-Karabakh. Un territoire peuplé uniquement d'Arméniens, mais que revendique Bakou. En 2020, tout change. L'Azerbaïdjan décide de mener un conflit armé soutenu par la Turquie contre l'Arménie. En 44 jours, des milliers de personnes sont tuées, des dizaines de milliers sont déplacées et des centaines de monuments sont détruits. Les chiffres sont là et ils sont affolants. 200 monuments religieux, catholiques ou orthodoxes ont été détruits. Un des exemples les plus concrets est la cathédrale Chouchi. Un joyau architectural vieux de plus d'1 millénaire, détruit en quelques secondes par les bombardements. Mais cela ne s'arrête pas là. Les villages sont rasés, les cimetières sont profanés, les croix sont arrachées et les pierres tombales sont utilisées comme matériaux de construction. On comprend alors que l'Azerbaïdjan ne se contente pas de récupérer ce territoire. Il veut enlever son histoire. Il veut enlever la culture chrétienne profondément inscrite dans ce territoire. On pourrait se dire, mais c'est pas grave. Les organisations nationales vont peut-être intervenir. Et non. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que l'Arménie ne compte pas. C'est un petit pays qui ne dispose ni de gaz ni de pétrole face à l'Azerbaïdjan, allié stratégique de l'Europe, rempli d'hydrocarbures et surtout soutenu par la Turquie, qui est membre de l'OTAN. Vaut mieux ne pas en parler. Vaut mieux détourner le regard et se concentrer sur des conflits comme celui bien connu en Ukraine ou alors des crises au Moyen-Orient. Les médias ne sont pas en reste. Où sont les articles chocs?
Où sont les campagnes de sensibilisation? Pourquoi ce conflit ne mérite-t-il pas d'avoir autant d'attention que les autres conflits? Moi, je refuse. Je refuse ce silence. Je refuse cette indifférence. Chaque vie prise, chaque monument détruit est une part de notre humanité qui s'effondre. L'Arménie ne demande pas la pitié, elle demande la justice. Elle demande que sa souffrance soit reconnue et que sa voix soit entendue. Et aujourd'hui, messieurs, mesdames, c'est à nous de prendre cette voix et de parler. Merci de m'avoir écouté. Âgé de 19 ans et originaire de Saint-Brieuc, Bastien Rabasté est étudiant dans le parcours gestion entrepreneuriat et management des activités. Passionné par les arts sous toutes les formes, dessin, sculpture, peinture, et par le sport, Bastien a à la fois un esprit créatif et combatif. Ayant déjà pratiqué du théâtre, l'aventure éloquente est une occasion unique pour lui de retrouver la scène et de renouer avec cette discipline exigeante qu'est l'art du discours et de la communication. Ce soir, il s'interroge sur une question essentielle. La peur est-elle le pire ennemi de l'homme? Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Bastien Rabasté. La mort. La mort est la finalité de la vie. Elle est souvent synonyme de peur. Mais de quoi avons-nous réellement peur? De notre mort ou de la mort des gens que l'on aime? Il y a maintenant quelques moments que j'ai vécu ce fameux moment où j'ai vu la personne que j'aime le plus au monde et que je vois comme mon idole frôler la mort. Ma mère qui est cette femme qui m'a porté 9 mois dans son ventre. Ma mère qui est cette femme qui m'a mis au monde. Ma mère qui est cette femme qui m'a élevé depuis ma tendre enfance. Cette même femme que je vois clouée sur un lit d'hôpital en rentrant chez moi. Cette même femme que je voyais comme une force de la nature, réduite à devoir se déplacer en fauteuil roulant. C'est là que je me suis dit, ce n'est pas de la mort dont j'avais peur, non. C'est le fait de ne plus pouvoir la voir, de ne plus pouvoir lui parler, de ne plus pouvoir rire avec elle. Je me suis dit, pourquoi ça arrive à elle? Pourquoi ça n'arrive pas à moi? Tant de questions qui me prenaient la tête. Je me suis dit, bien évidemment, j'avais peur de la mort, moi aussi. Mais ce n'est pas la mort dont j'avais peur, c'est ce néant, cet inconnu, cette non-connaissance que chaque femme et homme porte en lui, et même au fond de lui. L'émotion de la mort et l'émotion du doute, elle est tout ce que l'on ne comprend pas, ce que l'on ne maîtrise pas et ce que l'on ne peut prévoir. Évidemment, je vais prendre un exemple que nous connaissons tous ici, les partiels de comptabilité, de finance, de contrôle de gestion, j'en passe, de n'importe quelle autre matière, qui est en soi qu'un vulgaire bout de papier. Et pourtant, ce vulgaire bout de papier nous fait parfois vriller, à l'idée de ne pas savoir ce qu'il y aura marqué sur cette même feuille. Combien dans cette pièce se sont dit « je vais prendre ma nuit pour réviser ce fameux partiel », tout en ne sachant pertinemment que je ne sais même pas ce qu'il y aura dessus. L'émotion de la mort était également l'émotion de la peur. Elle reflète beaucoup de choses. Comme vous pouvez le voir, elle est une simple fiche de papier. Elle est également la perte, notre perte, la perte des gens que l'on aime. C'est pourquoi l'émotion de la mort est une émotion qui représente le doute, la douleur, bien évidemment, la perte. C'est pourquoi elle représente une forme de fatalité. Une fatalité que beaucoup ont acceptée. Elle sera là du début comme à la fin. Tels les soldats de la Première Guerre mondiale, partis au combat, acceptant cette douloureuse fatalité de devoir mourir au combat. Charles Guinaud, 18 mars 1916, Verdun, écrit à sa femme « Chérie, je ne reviendrai pas du combat. Je t'écris cette lettre pour te dire que tu sois forte. Ne pleure pas. S'il te plaît, ne m'oublie pas. Mon dernier assaut m'a coûté mon pied gauche. Je ne reviendrai pas. Il se peut que quand tu lises cette lettre, je serai déjà mort. » Voilà pourquoi la peur est évidemment la mort, mais également le fait de ne pas savoir ce qu'il y aura après et le fait de devoir laisser les gens qu'on aime dans la vie. Voilà. La mort est une émotion. Elle est la douleur, la perte, l'incertitude. Elle est beaucoup de choses. Et pourtant, on ne peut que l'accepter.
elle sera là, toujours. Voilà pourquoi elle nous crée des doutes. Mais ces doutes nous font réfléchir. Ils nous permettent de prévoir un meilleur lendemain. Merci à vous. Mesdames et messieurs, les jurys ont délibéré et tout de suite, place au dépouillement. Le premier candidat à venir nous rejoindre sur scène est Élise. Ensuite, le deuxième candidat à venir nous rejoindre est Elena. Et enfin, le dernier, c'est Rosen. Alors, tout d'abord, on souhaite toutes et tous féliciter ces 3 finalistes. Mais aussi tous les candidats qui ont participé. Et maintenant, place au résultat. Enfin, le candidat qui arrive en 3e position, c'est Élise. Et maintenant, qui de Rosen ou Elena va terminer première? La première qui va gagner ce concours d'éloquence est Elena. Donc, Elena, pour te récompenser, c'est une invitation au restaurant pour 2 personnes. Voilà. Et donc, bravo à toi, Rosen, d'avoir terminé 2e. Vas-y. Et donc, pour récompense, 2 places de cinéma et des livres de la librairie de la mer. Encore bravo à vous 3 et à tous les candidats. Avant de clôturer cette soirée, nous tenons à prendre un instant afin d'adresser nos plus sincères remerciements à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de ce concours d'éloquence. Tout d'abord, un immense merci à notre jury pour sa présence, son engagement, mais également pour son expertise. Pour remercier notre jury, nous leur offrons des macarons chacun. Lia ? Nous tenions également... Nous tenions également à remercier notre professeur référent, M. Masson, qui nous a conseillé et accompagné tout au long de notre projet pour le mener à bien. Merci. De même, un cadeau pour Monsieur Masson. Et encore des macarons, mais un peu plus. Et surtout, un grand merci à vous, le public, d'être venus aussi nombreux ce soir. Nous remercions ensuite le Club Photo d'avoir pu immortaliser ce moment. Nous tenons aussi à remercier nos partenaires, la Maison Brava, la librairie Silence de la Mer, le Cinéville et le restaurant Le Cap Horn.
Et évidemment, un grand merci à l'IUT de Vannes et à tous les techniciens qui nous ont accompagnés pour mener à bien ce projet. Et pour finir, un grand merci encore une fois à nos candidats qui, sans eux, le concours n'aurait pas pu se réaliser. Merci beaucoup. D'ailleurs, je vous demande de nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Ah, c'est quand même un peu impressionnant. C'est quel livre ? Alors donc, nous allons distribuer à chacun un certificat de participation. Donc une petite preuve de cette participation à ce concours d'éloquence. Et une petite boîte de chocolat, bien sûr. C'est à qui ? Bah du coup là c'est la fin. C'est bon ? Nous clôturons cette soirée. Merci d'être venus. Dormez bien ou mangez.